toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète, celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Très bien. Alors on peut attaquer, on est ensemble pendant 30 minutes sur Bismart. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Brusson, le cofondateur et directeur général de BlaBlaCar. On verra notamment comment maintenir les bienfaits du covoiturage malgré le coronavirus. Exactement, le débat de Smart Impact. Aujourd'hui, on se demandera quel levier de performance représente la RSE pour les entreprises. Laurent Sirex, président d'Ista France, et Thomas Parotti, le fondateur et président de l'agence Mieux, seront nos invités. Et puis la bonne idée du jour, c'est le don digital avec Give, la première application de don d'objets et de nourriture pour lutter contre le gaspillage. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Nicolas Brusson. Bonjour. Bienvenue. Heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes le directeur général de BlaBlaCar, l'un des cofondateurs de cette pépite de l'économie française, leader mondial du covoiturage. L'été, j'imagine que c'est une période, les vacances, qui représentent un pic d'activité. Est-ce que les voyageurs ont quand même partagé leur voiture malgré les inquiétudes liées à l'épidémie? Si on m'avait donné les chiffres de l'été en avril ou en mai, je pense que j'aurais signé tout de suite. C'est-à-dire qu'en avril, mai, en gros, l'activité était éteinte. Ouais. Pas qu'en France, au niveau mondial, parce qu'en gros, toutes les économies se sont arrêtées, tout le transport s'est arrêté, que ce soit en Inde, au Brésil, France, Allemagne, etc. Il y a eu un rebond très rapide. Donc on a eu un rebond à partir de mi-juin et rebond très rapide en juillet. Et on a, sur le mois de juillet, et là on est courant août, donc on va voir comment ça évolue sur la fin août, mais on avait plus de demandes de passagers que la même époque en 2019. Donc ça, c'était assez étonnant. Ça a rebondi très très vite sur le côté passager, relativement vite sur le côté conducteurs et conductrices, donc ceux qui partagent leur voiture. Et il y a deux explications en fait à ça. La première, c'est que finalement, il y avait une préférence pour le covoiturage parce que moins de points de contact. Donc moins de contact dans une voiture que dans un train ou un bus, donc pour les passagers. Mais aussi le réseau de covoiturage est relativement organique, c'est-à-dire qu'il se recrée très rapidement à partir du moment où les gens repartagent. Mais ça m'étonne ce que vous dites parce que moi j'ai passé l'été sur pas mal d'autoroutes françaises à voir des messages d'alerte. Le thème est peut-être un peu fort, mais si vous covoiturez, respectez les gestes barrières, etc. Est-ce qu'on peut remplir une voiture comme d'habitude en période d'épidémie? Votre taux d'occupation, je crois que c'est près de 4 personnes par voiture. Est-ce qu'il a baissé à cause de non, Covid? étonnamment, il a pas baissé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font les gestes barrières et donc les masques dans les voitures. Et ça, pendant l'été, je pense qu'on a tous vu ça. Ça s'est quand même normalisé. C'est-à-dire que maintenant, on porte le masque. Quand on va faire les courses, on porte le masque. Même dans les centres-villes à l'extérieur, on porte le masque à peu près partout au travail, etc. Et donc, enfin, dans le train, dans les bus et dans le covoiturage. Donc, je pense que le comportement s'est normalisé. Mais ensuite, on avait plus de demandes passagers que d'offres conducteurs et conductrices. Donc en fait, les voitures se remplissaient énormément. Là, je prends pour exemple ce dernier week-end, quand on allait chercher un covoiturage sur, je sais pas, du Rennes-Paris ou les gens qui rentraient de Bretagne, on avait 90 à 95% des véhicules remplis. On manquait en fait d'offres. Donc aujourd'hui, on était quasiment dans une situation qui ressemble à une situation de grève, quand on a énormément de passagers qui se replient sur BlaBlaCar et une sorte de déficit d'offres de conducteurs et conductrices. Alors, on va donner quelques chiffres sur l'entreprise. C'est 700 salariés, c'est ça, BlaBlaCar aujourd'hui. Exactement. 90 millions de membres dans 22 pays. Ça nous a surpris, ça, que ce soit aussi diffusé dans le monde. 25 millions de voyageurs par trimestre. 1 600 000 tonnes de CO2 économisées chaque année. C'est l'équivalent du transport parisien sur un an. Et puis, je le disais, un taux d'occupation de près de 4 personnes par véhicule. C'est combien le taux d'occupation moyen en France hors covoiturage? On en croise des personnes seules dans la voiture. Et d'ailleurs, je prends souvent ma voiture tout seul, donc j'y participe. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Vilain garçon. Donc il nous reste du potentiel, ça. C'est bon à savoir. On a encore des gens à aller chercher. En fait, il faut différencier deux choses. Il y a les trajets à longue distance, qui sont vraiment les trajets BlaBlaCar. C'est les trajets de 100 à 1000 km, en moyenne 300, 350 km. Là, le taux d'occupation, c'est typiquement 1,8, 1,9
versus on tourne autour de 4, 3,8. Donc vous doublez le taux d'occupation des voitures. Plus que ça, parce qu'en fait, dans le 1, il y a le conducteur. Donc à défaut d'avoir des voitures autonomes, en fait, ça revient à dire on passe de 0,9 à quasiment 3. Donc en fait, on fait plus que 3 fois. Et c'est ce qui permet cet impact environnemental dont vous avez parlé, 1,6 million de tonnes de CO2 économisées tous les ans et qui grandit avec l'activité. Donc en fait, simplement une meilleure utilisation de la voiture qui aurait été utilisée de toute façon. Donc ensuite, il y a les trajets domicile-travail. Là, c'est pire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire le taux d'occupation est très bas. On est sur du 1,2, 1,3 personnes par voiture. Autant dire la voiture est vide, il n'y a que le conducteur ou la conductrice. Et là, avec Blabla Lines, qui est le petit frère ou la petite sœur de Blablacar pour le domicile-travail, là, on est sur des taux d'occupation, on est au-delà de 2, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins, évidemment, un passager, parce qu'on est en covoiturage, parfois 2. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on parle d'impact environnemental, les trajets à longue distance, c'est bien, il y en a beaucoup. Il faut se rappeler qu'ils sont 80% en voiture. On oublie souvent ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est un pays de train, que l'Europe est une région de train. C'est vrai, mais ça reste avant tout une région de voiture. Et on peut illustrer vos propos par les chiffres de la mobilité en France. C'est une enquête de l'Ipsos de l'été dernier, juillet 2019. Effectivement, 87% des personnes disaient avoir utilisé la voiture pour au moins un déplacement quotidien. 6 Français sur 10 vont travailler en voiture, mais seulement 5% disent, c'est du déclaratif, pratiquer le covoiturage. Est-ce que ça vous semble sous-estimer ce chiffre ? Oui, ça me semble. En fait, les gens pensent souvent, notamment dans ces sondages, domicile-travail. La plupart de ces sondages sont très très axés sur les déplacements du quotidien. Et dans les déplacements du quotidien, c'est vrai qu'on est probablement autour de quelques pourcents, 5% de gens qui covoiturent. Ça va probablement changer. On le voit avec Blabla Lines. On a vu une explosion sur les derniers 12 mois du covoiturage domicile-travail. On l'a vu notamment pendant les grèves. Évidemment, ça s'est arrêté pendant l'épisode Covid, mais ça repartira. Ça fait aussi partie de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui pour la première fois intègre le covoiturage comme un moyen de transport légitime qui peut recevoir des subventions des régions comme les trams ou les bus. Donc je pense qu'on va vivre dans les 5-10 prochaines années une explosion du covoiturage domicile-travail. Sur le longue distance, on a 17 millions de Français inscrits sur Blablacar. Alors, ils ne l'utilisent pas tous en même temps, mais il y a beaucoup plus que 5% des actifs qui ont déjà essayé une fois ou plusieurs fois du covoiturage longue distance, ça c'est évident. Après, les chauffeurs qui font trop de chiffres sont taxés là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça les rebute ? Alors non, il n'y a pas. Alors, en tout cas, quand on utilise la plateforme Blablacar, on ne peut pas être taxé parce qu'en fait, le calcul est un calcul de partage de frais. D'accord. Donc en fait, on garantit par le prix qu'on capte, il y a un prix maximum et un nombre de passagers maximum dans la voiture. Donc on ne peut pas faire de bénéfices en faisant du covoiturage, que ce soit domicile-travail ou longue distance, en tout cas sur notre plateforme. Pas de bénéfices, mais à partir de 3 000 euros, j'avais lu, vous êtes obligé de déclarer ça à l'État pour que les chauffeurs concernés déclarent ça au fisc. Alors c'est vrai que nous, ça c'est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même sur le covoiturage, notamment longue distance, on parle de gens qui utilisent ça une fois par semaine, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est quand même des trajets de 300 km, donc ce n'est pas des trajets du quotidien. Donc on n'a quasiment aucun utilisateur qui vont aller franchir les 3 000 euros. Et pareil sur le domicile-travail, parce que sur le domicile-travail, on est sur le partage de 2-3 euros qui se multiplient, mais on n'arrive jamais à ces sommes. Donc les 3 000 euros, on rentre plutôt dans le VTC ou dans le transport professionnel. Alors, vous proposez de nouveaux services à vos abonnés, notamment les trottinettes électriques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau service ? Pourquoi est-ce que vous lancez ce nouveau service ? Il y a deux choses qu'on a lancées dans le confinement. Donc on a fait un choix, je vais revenir sur les trottinettes, mais on a fait un choix dans le confinement qui a été un choix d'innovation. C'est-à-dire de se dire, on garde tous les ingénieurs, on garde toutes les personnes qui travaillent sur le produit à temps plein, donc il n'y a pas de chômage partiel pour les ingénieurs, pour continuer à travailler sur le produit Blablacar et sur le produit Blablabus, mais aussi pour lancer différentes choses. On a lancé Blabla Help, qui est un service d'entraide, donc on utilise la force de la communauté Blablacar pour que les gens s'entraident à faire leurs courses. Donc ça a cartonné en mars, avril, mai, et ça continue, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que les gens continuent à l'utiliser. Et on a accéléré un projet qui était de rentrer dans la ville. Donc finalement, avec Blablacar et Blablabus, on fait de l'intercité, on fait des distances de 300-400 km. Avec Blabla Lines, covoiturage domicile-travail, on est sur des distances de 10 à 40 km. Donc on fait, si on pense à la région parisienne, on va être sur du banlieue-Paris. On n'est pas encore vraiment dans la ville. Et finalement, pour rentrer dans la ville,
faut faire de la trottinette ou du vélo. C'est les derniers 500 mètres, quoi, voilà, les derniers kilomètres. C'est les derniers peut-être kilomètres, quoi. Ouais. Mais pas dizaines de kilomètres. On est vraiment dans le. Il y en a un qui est dans les dizaines de kilomètres, l'autre plutôt centaines, et là on est dans les quelques kilomètres. Donc c'est un partenariat avec une société suédoise qui s'appelle Voi, qui eux font déjà des scooters, notamment en Suède, mais ils en font aussi en Allemagne et dans plusieurs pays. Donc on travaille ensemble. On a lancé cette trottinette BlaBlaRide. C'est tout nouveau. Donc c'est dans plusieurs villes. Bon, ensuite, Avoriaz, notamment, laboratoire, c'est ça? Oui, on fait un petit laboratoire avec Avoriaz, on l'a aussi à Marseille, on en a aussi à Bordeaux. Puis ensuite, on verra. Je veux dire, pour le moment, dans la galaxie BlaBlaCar, ça reste une expérience pour rentrer progressivement dans la ville. Et puis on verra dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, à quelle vitesse on veut pousser ça. Merci beaucoup, merci Nicolas Brusson. À bientôt sur Bismart. Bon vent à BlaBlaCar. Merci. Tout de suite, c'est le débat de Smart Impact. Notre débat du jour porte sur les leviers de performance liés à la RSE. On va voir ça tout de suite avec nos invités. Tout de suite, alors, nous avons Laurent Sirex, président d'ISTA. Bonjour, une entreprise de solutions de comptage d'eau et de chauffage. On verra ça avec vous. Merci d'être avec nous. Et Thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour, merci d'être encore avec nous. Bonjour à tous les deux. Il semblerait que vous soyez un habitué de l'émission. J'ai la chance de venir toutes les semaines. C'est génial. Merci beaucoup. Alors, heureux de vous accueillir, moi aussi. De Thomas, on devrait bien s'entendre. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Messieurs, il paraît qu'on peut faire du business avec de la RSE. Quels sont les leviers de performance? C'est une question très large, c'est vrai. Il y a déjà 3 bonnes raisons de faire du business, d'innover grâce à tout ce qui est impact social, sociétal, environnemental. Par quoi commencer? Par qui commencer? Thomas? Le lien entre RSE et performance aujourd'hui est de plus en plus évident sur tous les aspects. Effectivement, il y a un impact social positif, sociétal, environnemental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un impact financier positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises engagées, et notamment on l'a vu post-Covid, que les entreprises engagées sur des sujets de RSE étaient plus performantes, étaient plus solides face aux crises. Donc ça, c'est ce qui intéresse quand même beaucoup les actionnaires et qui participent quand même à une partie des décisions. Il y a évidemment un impact positif sur les RH, et on y reviendra. Et il y a un impact sur l'économique, le commercial, le marketing. Donc la RSE, elle est partout et elle a des impacts positifs partout. Oui, Laurent, tout le monde est concerné. Oui, tout à fait. Peut-être permettez-moi de présenter ce que nous faisons. ISTA. ISTA fait un très beau métier. Il consiste à aider finalement les occupants des immeubles collectifs à faire des économies d'eau et de chauffage. Et au travers des services que l'on fournit aux gestionnaires d'immeubles, syndics de copropriété, mais aussi bailleurs sociaux, on met en œuvre finalement cette RSE de manière très concrète. En tout cas, chez ISTA, la RSE, ça fait vraiment partie de notre culture. Au travers déjà des services que l'on peut proposer à nos clients. Mais on a aussi des actions grand public, on pourra en reparler. C'est une entreprise aussi de proximité, parce que finalement, et là sur le volet social, on va le comprendre, on est dans les immeubles, auprès des occupants. Nos techniciens quotidiennement forment les occupants à l'application par exemple d'éco-gestes. Et donc on sent bien que c'est un point extrêmement important. Et puis la RSE, c'est aussi de l'innovation. Et l'innovation, elle peut être sociale. On utilise aussi beaucoup, nous, le digital aujourd'hui pour innover. Par exemple, grâce à nos services, on est capable, par exemple, de détecter des fuites dès que la fuite arrive. Donc, le digital fait aussi partie de nos, finalement, des aspects qui sont importants sur le. Quand on parle d'un levier de performance, concrètement, dans un immeuble collectif, votre démarche, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle provoque comme performance supplémentaire? Eh bien, quand vous êtes dans un immeuble où, précédemment, par exemple, le chauffage était réparti au mètre carré, et puis que dorénavant, grâce aux services que l'on va mettre en œuvre, aux appareils qu'on va mettre en œuvre, vous payez selon votre consommation réelle, eh bien forcément on a un levier directement économique qui permet à l'occupant de motiver l'occupant à faire finalement ses économies. Et puis nos équipes, et là la partie proximité, la partie sociale est importante, va auprès des occupants leur expliquer les éco-gestes, on leur distribue des leaflets, mais on leur explique aussi finalement très concrètement ce qu'il faut faire pour faire des économies. Et voilà comment on peut avoir un impact directement sur l'immeuble. Et d'ailleurs, l'impact est clairement connu, puisque l'État a lancé en 2018 une étude avec l'ADEME sur ce sujet-là et a montré qu'en moyenne, on atteignait 15% d'économies au moment où on mettait en œuvre ces services, en moyenne.
Le sujet de l'énergie, il est essentiel. On sait que c'est dans les grandes pollutions, dans le jour du dépassement qui était ce week-end, c'était le 22, là, samedi. On sait que 3 semaines plus tard que l'an dernier, sans doute grâce au confinement. Entre guillemets, on a récupéré un peu. Mais on sait que le sujet de l'énergie, il est essentiel sur les prochaines années. Et des solutions comme celle d'ISTA, évidemment, permettent de réduire l'énergie. On sait que l'énergie, elle est produite dans le monde, avec du charbon, avec du pétrole, avec du gaz, avec du nucléaire principalement en France. Donc du coup, il faut absolument économiser l'énergie. Et c'est pour ça que... les ressources les ressources en général. L'eau, notamment. Bien sûr. Et donc du coup, des solutions comme ça permettent d'accélérer cette transition. Le gouvernement parle beaucoup de plan de relance vert. Et c'est vraiment sur des sujets comme ça qu'il faut que les bailleurs sociaux, ceux qui s'occupent de l'habitat, accélèrent. Parce qu'aujourd'hui, on va passer vite. Ouais. Parce que justement, là, alors il a été retardé de quelques jours, mais début septembre, on va avoir le plan de relance, le détail du plan de relance de 100 milliards d'euros. Clairement, Bruno Le Maire a dit ça passera par la transition écologique. Donc là, il y a une opportunité à saisir pour toutes les entreprises que vous conseillez. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui, le plan de relance vert va passer par de la transition écologique. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça amène de la performance. Ça amène de la performance financière, les actionnaires sont contents. Ça amène de la performance RH, les collaborateurs et le DRH sont contents. Voilà, donc si on s'engage réellement dans un plan de relance avec beaucoup d'aspects de transition, ça va être extrêmement positif pour l'ensemble des entreprises et évidemment pour le bilan carbone de la France que tout le monde regarde et le bilan carbone des entreprises. Les bailleurs sociaux, ils gèrent des parcs d'appartements ou des parcs de bureaux et aujourd'hui ils commencent à avoir une petite pression quand même sur leur stratégie carbone. Je vous rappelle que tout le monde doit mettre en place une stratégie carbone pour respecter les accords de Paris, 2050, 1,5 degré et tout. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui aurait, que ce soit un particulier et encore plus une entreprise, un parc immobilier qui serait une passoire où on mesure rien, etc., eux, ça va leur coûter très très cher en taxe carbone quand il y aura une taxe carbone qui va arriver. Les leviers de performance, ils sont différents en fait pour chaque entreprise. Ça dépend de l'ADN de l'entreprise. Évidemment, on va pas avoir les mêmes leviers pour une entreprise de BTP que pour une entreprise spécialisée dans la mobilité propre, par exemple. Par quoi on démarre? Comment on va affiner sa stratégie niveau performance et pour trouver ces bons leviers justement? Alors effectivement, sur chaque secteur d'activité, ils ont une stratégie RSE un peu spécifique. Typiquement, vous parliez du BTP, mais il y a un vrai sujet sur l'économie circulaire. On sait que sur les déchets français, il y a 8% générés par les foyers français seulement, nos poubelles à nous et ce que les co-emballages ou Citeo nous racontent, et 92% pour les entreprises. Et là-dedans, 70% c'est le BTP. Donc il y a un sujet d'économie circulaire hyper important dans les entreprises du BTP. Dans des entreprises... Et ça, quand vous allez les voir, c'est un discours. Est-ce qu'il y a encore des réticences ou est-ce qu'au contraire... Le BTP, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. L'hippodrome de Longchamp a été reconstruit à partir d'énormément de déchets, de la déconstruction, parce qu'on ne dit pas la démolition maintenant, la déconstruction de l'ancien hippodrome. Donc le sujet de l'économie circulaire dans le BTP, il est clair. Aujourd'hui, les entreprises de grande conso, on va dire les entreprises du retail ou les grandes marques commencent à s'y mettre en travaillant sur leur packaging, en travaillant sur du Made in France, en travaillant sur du bio. Voilà, chaque secteur d'activité a ses priorités. Voilà, c'est certains... Mettre des ruches pendant la semaine du développement durable sur le toit pour dire ça y est, je fais de la RSE, c'est complètement ridicule si on n'a aucun lien avec la biodiversité, avec les fruits et les légumes, etc. Donc vraiment chaque secteur a ses spécificités. Laurent Sirex, est-ce qu'on peut même imaginer une sorte de compétition en matière de virage RSE, une compétition écologique entre, alors dans votre domaine, les bailleurs sociaux par exemple, c'est à celui qui affichera le meilleur résultat? Oui, on peut l'imaginer, puis je dirais même on le fait parce que très concrètement, en fait, nous-mêmes, ISTA, il nous arrive de créer aussi des concours entre les différents immeubles pour pouvoir réaliser des économies. Donc oui, effectivement, il se crée de la compétition. Mais je dirais, nous plus concrètement, c'est vrai que ISTA, en tout cas, nous, sur la RSE, on travaille aussi énormément sur le volet social, qui est extrêmement important et qui est extrêmement important pour la performance de l'entreprise, notamment la performance RH. Quand on recrute aujourd'hui, nous, ça fait la 6e année qu'on
donc on est certifié top employeur. Quand on recrute aujourd'hui des collaborateurs, ils viennent chez nous parce qu'ils retrouvent du sens finalement dans ce que fait l'entreprise et une cohérence entre notre métier et puis tout ce que l'on affiche et ce que l'on fait en interne. Et pour nous, ça, le volet social est très très important. Donc comment on accueille des nouveaux collaborateurs, on a une école de formation, comment on forme évidemment nos équipes, tout ça c'est important pour la performance et par exemple la réduction du turnover. Mais nous on a aussi par exemple... C'est-à-dire que les gens vont rester plus longtemps dans une entreprise quand ils se disent je bosse pour quelque chose, ça a du sens, cette boîte elle a une démarche RSE. Très clairement, et on le sent de plus en plus et depuis 5 ans ça s'est très nettement accéléré. Nous-mêmes aujourd'hui, on fait même des actions de type sociétal. On est mécène de la Fête des Voisins par exemple, où on soutient l'éco-aventurier Julien Moreau qui a fait un tour de France en allant dans chacune des écoles et en expliquant aux élèves comment on fait des économies d'eau, d'énergie, qu'est-ce que la biodiversité, donc en faisant une performance sportive. Voilà, on a soutenu quelqu'un, il a été suivi par nos employés, tout ça, ça a un vrai impact. Sur la société, sur nos employés. Et c'est aussi comme ça qu'on avance différemment et qu'on crée... Le mot de la fin, excusez-moi de vous couper, Thomas peut-être. Donc le mot performance aujourd'hui n'est plus financier, il est aussi bien sûr extra-financier. Hein. Tout est à prendre en compte. Aujourd'hui, toutes les directions dans les entreprises sont impactées par la RSE. La RSE, elle est devenue transversale, c'est pas juste une direction RSE. Et ça participe à toutes les performances de l'entreprise. Évidemment, la performance sociale et environnementale, mais aussi la performance économique et la performance financière. Il faudra absolument en reparler de ce sujet-là. Mais comme c'est un peu les actionnaires qui changent la donne en ce moment, il y a une transformation de l'économie qui va aller vers plus de green grâce au gouvernement et grâce aux actionnaires. Voilà, c'est une transformation totale de l'économie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Passionnant. On passe à la start-up du jour. On va donner des vêtements, de la nourriture, des objets, vous allez voir. La bonne idée du jour, Smart ID, la bonne idée du jour, c'est Give, la première application de don d'objets et de nourriture entre particuliers. On est avec Florian Blanc, bonjour. Vous avez fondé Give en 2016 avec Hakim Baka. L'application a été lancée 1 an plus tard. Et donc, il y a un objectif qu'on imagine qui est très clair, c'est de lutter contre le gaspillage, c'est ça ? Exactement, lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes, à la fois objets, ressources, etc. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 millions de tonnes chaque année d'objets qui sont jetés à la poubelle et qui pourraient être réutilisés. C'est un rapport de 1 à 10 entre ce qu'on pourrait réutiliser et ce qu'on réutilise vraiment. Et aussi lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'il y a aussi une section nourriture au sein de l'application. Alors vous êtes présent en France, au Canada. Présentez-vous un petit peu combien d'abonnés. De givers. Voilà, ah oui, c'est le terme qu'il faut employer, de givers. Combien d'objets de nourriture partagés, distribués, par exemple, l'an dernier ? Exactement. Donc effectivement, on est présent partout en France. Donc on est disponible sur toutes les plateformes. On a aussi des communautés au Canada, en Belgique, en Suisse, etc. Et donc l'application existe depuis 2017, comme on le disait, et on a plus de 2 millions d'utilisateurs qui se sont inscrits sur la plateforme depuis le lancement. On arrive bientôt à près de 5 millions d'annonces qui ont été créées également depuis le lancement. Pour vous donner une idée, ça représente, on a fait un calcul, presque 11 000 tonnes d'objets donc qui ont trouvé une seconde vie au travers de la plateforme. Et pour ce qui est de la nourriture, alors pareil, c'est un petit calcul qu'on a fait, hein, c'est 53 tonnes de nourriture depuis qu'on a lancé la section il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une demande de la plupart des gens de vouloir donner, d'échanger. On est à un retour, alors pas au troc, hein, mais à l'envie de donner les objets et de plus être forcément dans des échanges marchands aujourd'hui ? Exactement. Alors nous, on se considère comme un usage, on va dire, complémentaire d'autres usages qui peuvent être, par exemple, effectivement, la vente d'occasion ou le don aux associations. Donc on est vraiment complémentaires. Aujourd'hui, en fait, les gens, de manière générale, veulent consommer différemment, de manière plus responsable. Et donc, tout simplement, un objet qui n'est pas encore en fin de vie, on ne va pas le jeter, on sait qu'il peut servir à quelqu'un d'autre. Et en fait, le don
permet vraiment de permettre ça de manière très facile et très efficace. Là où, par exemple, sur d'autres plateformes d'annonces de vente, le process peut être un petit peu compliqué, l'expérience n'est pas toujours au rendez-vous. En fait, au travers du don, on est sur une expérience qui est ultra positive et surtout qui est super simple et super efficace. Donc voilà, on permet vraiment ça, de donner une seconde vie à tout un tas d'objets. Mais comment vous faites pour la nourriture? Ça veut dire quoi? On peut partager, on peut donner quoi? Uniquement du non périssable, j'imagine, ou alors on peut même donner des fruits et légumes? Expliquez-nous. Un gâteau. Alors, on peut donner tout type d'objets dans la mesure où la date limite de consommation n'est pas dépassée et où l'objet, bien sûr, est encore consommable. Donc là, il faut vraiment s'appliquer la devise. Est-ce que moi, je le consommerai? Si oui, je donner sur la plateforme. Donc nous, on a une modération et on s'assure vraiment des annonces qui passent. Et on peut donner tout type d'objet. En fait, il y a une petite stat qui vient de l'ADEME. Aujourd'hui, il y a 7 kilos d'aliments qui sont encore emballés, qui sont jetés chaque année par tous les Français. C'est énorme, il y a un gisement qui est vraiment hyper important. Donc on jette, pour bien comprendre, au niveau des particuliers. On jette. C'est difficile à adresser par les associations. Je vous interromps parce que je vous interromps. On jette chacun 7 kilos d'aliments emballés par an, c'est ça? C'est ça le chiffre. Exactement, encore emballé, c'est l'ADEME qui le dit. Est-ce qu'il y a eu un effet, est-ce qu'il y a eu un effet confinement? Est-ce que vous avez vu, parce que vous avez rangé votre appart, vous, j'en suis sûr. J'ai tout rangé. Moi aussi, j'ai tout rangé. Donc, on s'est retrouvé avec des tonnes non, mais beaucoup de vêtements, d'objets à partager, à donner, éventuellement à revendre. Il y a eu un effet confinement? Alors, je vous confirme qu'il y a eu un effet confinement. Alors déjà, pendant le confinement, nous, l'activité nécessairement a été ralentie, puisqu'on est quand même un service qui, à la fin, font que les gens se rencontrent. C'est extra localisé, etc. Donc l'activité était ralentie. Par contre, dès que les gens ont pu à nouveau sortir, alors là, on a constaté vraiment une explosion des dons. À la fois parce que beaucoup de gens ont fait du tri, ça c'est indéniable. Aussi parce que la période, le printemps, était aussi propice. Donc on a battu des records de création d'annonces dans les semaines qui ont suivi le déconfinement. Est-ce que, question de Béotien, vous gagnez de l'argent avec cette application? C'est quoi votre modèle économique s'il y en a un? Alors, je vous confirme qu'il y a un modèle économique. En gros, alors, on reste une start-up et donc voilà, on est une société qui est encore jeune et qui nécessite des investissements. Donc voilà, mais on a mis en place un modèle économique qui repose sur aujourd'hui 2 piliers. Donc la publicité. Donc on a un service qui génère beaucoup d'audience et donc on monétise en partie au travers de la publicité. Et ensuite, on a un pendant à ce modèle qui est un modèle d'abonnement en fait pour les gens qui souhaitent avoir une utilisation encore plus poussée pour les utilisateurs les plus actifs. En fait, il y a un abonnement qui permet d'avoir accès à des options de confort et à des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Voilà. À côté de ça, qui sont vraiment le modèle, on va dire, auprès du grand public, on travaille aussi sur des choses avec le B2B, avec les entreprises, sur des sujets d'économie circulaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe énormément, notamment avec la loi qui a été votée en début d'année d'économie circulaire. On est obligé de vous couper, Merci Florian. beaucoup. Merci Florian Blanc. Bravo pour cette belle idée. Bon vent à Give et aux Givers. Donc voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On se retrouve demain 9h, midi et 20h30 sur Bismart. Salut à tous. À demain.